Peut-on dire qu'il s'agit d'une alternance naturelle qui s'impose, des jeunes de plus en plus dans la politique, de plus en plus engagés aussi. Et aujourd'hui, nous avons Trésor Pabombaki avec nous sur ce plateau. Il est ingénieur d'abord, mais aussi politique. Nous allons avec lui passer à peine fin la réalité politico-économique, on va dire ça comme ça, connaître un peu quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit dans l'avenir. Et bonsoir, Trésor Pabombaki. Bonsoir, Fortuna. Et qu'est-ce qui vous attire en politique, les jeunes? Je l'ai dit, de plus en plus, vous allez en politique tous ou presque. Vous abandonnez vos domaines, vous êtes ingénieur en génie civil. Ça vous pique, ça vous chauffe, vous n'avez plus envie d'y être. Au fait, ce n'est pas une question de pic, mais lorsque vous regardez la conjoncture actuelle du pays, vous vous rendrez bien compte qu'il y a beaucoup d'insuffisances, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ouais. Et à ce titre, la responsabilité sociétale de l'élite s'engage. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens, notamment des personnes comme moi, qui avant étaient encore dans la politique et après un moment est allé dans le monde des affaires, aujourd'hui aujourd'hui nous revenons pour pouvoir apporter un plus, parce que nous nous rendons bien évidemment compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas et qu'il faudrait bien évidemment que les gens commencent à parler pour pouvoir éclairer l'opinion et aiguiller nos décideurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de ras-le-bol, d'une rage qui vous anime parce que vous constatez que, comme le dit tout le monde, monsieur Larue le dit, que rien ne marche et ça vous énerve? Non, ça n'énerve pas, mais bien au contraire, cela appelle à la responsabilité, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, le citoyen, il est souverain, et donc les décisions les plus importantes du pays lui reviennent de plein droit. C'est pour ça que malgré après la constatation des manquements de nos leaders, de ceux qui dirigent le pays, que ce soit ici au Congo comme un peu partout en Afrique, donc les jeunes sont en train de prendre en main leur destin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est intéressant et impératif que les jeunes puissent s'y engager en y apportant un plus en termes de méthodologie de la pensée et des propositions purement concrètes afin de pouvoir relever nos pays. Si on veut faire aujourd'hui, on veut faire la présentation de cette litanie des problèmes qui gangrènent la société congolaise, les réussites et les échecs, nous allons dormir ici, sur ce plateau, c'est monstre, mais je voudrais quand même savoir qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dérange ou qu'est-ce qui a suscité en vous ce désir d'aller en politique. Vous l'avez dit dans les généralités, mais je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qui vous amène en politique, quel est le constat que vous avez fait qui vous a réveillé à un moment. Lorsque vous additionnez les déboires du gouvernement, vous additionnez également à côté les mauvaises propositions qui ne sont pas fondées des opposants et que vous regardez la vie de tous nos citoyens, vous vous rendrez bien compte qu'il y a un décalage parce qu'au départ, nous avons calqué notre modèle social sur ce qu'on appelle une politique sociale, mais qui n'intègre pas l'aspect financier. Donc aujourd'hui, nous avons l'incapacité de pouvoir financer notre système de sécurité sociale. Nous avons l'incapacité de pouvoir financer ce qu'on appelle notre éducation. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous rendrez bien compte qu'il y a un certain nombre des villages dans notre pays et même des quartiers qui sont des grands quartiers mais qui n'ont pas d'école. Je vais vous prendre un cas très simple. À Pointe-Noire, nous n'avons aucune université publique d'État, ce qui pose bien évidemment des grands soucis pour notre développement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que nous puissions tirer cette sonnette d'alarme pour dire voilà, la manière dont le pays est géré, il n'est pas bon, donc il est nécessaire qu'on puisse revoir notre solution. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez également le secteur privé, donc, mais là j'aimerais faire appel notamment au travail, à l'emploi. Nous avons des sérieux soucis et ces sérieux soucis veulent dire quoi ou bien expriment quoi réellement? C'est que vous constaterez bien avec moi qu'il y a un certain nombre des Congolais qui aujourd'hui partent au chômage parce qu'il y a des suppressions d'emplois sans pour autant que les dirigeants qui nous dirigent, et là je fais allusion aux membres du gouvernement, aux cadres de la majorité et même à ceux de l'opposition, sans que personne ne puisse en saisir du dossier, alors que chacun d'eux prône le discours socialiste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important aujourd'hui que l'on puisse jumeler, que ce soit notre discours en termes de discours de proposition,
et aussi sur la base des réalités. Aujourd'hui, il est plus qu'important, plus qu'impératif que nous puissions mixer ce qu'on appelle notre modèle social qui doit être arrimé à notre modèle économique. On va en parler. Ce que je voudrais d'abord savoir, qu'est-ce qui aujourd'hui pose problème? Est-ce que c'est l'homme ou c'est la mauvaise pratique des modèles mis en place? Je dirais bien évidemment que ce sont les deux. Parce que premièrement, le modèle n'est pas bien calqué. Et deuxièmement, la qualité des hommes qui sont censés l'implémenter ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique que nous visons, une politique de complaisance. On est beaucoup plus dans le dire en termes de nom des personnes, mais pas vraiment dans la quintessence sur la recherche et des propositions. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que premièrement, qu'on puisse revoir notre modèle. C'est-à-dire calquer notre modèle sociétal par rapport à notre modèle économique que nous voulons implémenter dans le pays. Et aussi pouvoir faire un tri, mais vraiment un tri. Et ce tri se fera par les populations sur la base des critères bien établis par rapport à la pertinence des projets que pourront porter les différents acteurs politiques. Trésor Pamboubaki, à un moment, nous avons l'impression qu'il faut remplacer les hommes certainement par les machines, parce que les hommes, lesquels réellement? Parce que tous, nous sommes des hommes. Le président de la République a plus de 32 ans au pouvoir, mais il a travaillé avec plusieurs personnes, pas les mêmes aussi. C'est vrai que les mêmes sont là aussi depuis plusieurs années, mais plusieurs fois on a vu des ministres défiler au gouvernement, on a vu des nouveaux DG qui ont été nommés, mais on a l'impression de faire du surplace. J'emprunte ce que vous avez dit, que rien ne marche. Quel homme en réalité? Est-ce qu'il faut faire comme le CHU, prendre des Canadiens pour les remplacer, mettre à la place des Congolais? Non, au fait le problème c'est que lorsque vous analysez les discours des différents membres du gouvernement, vous vous rendrez bien compte que chacun d'eux a souvent tendance à nous dire que sur instruction du chef de l'État. Oui. Ça veut dire que nous avons un système, un modèle qui est vraiment biaisé, qui ne responsabilise pas le citoyen par rapport à son poste. Et c'est pour ça que chaque citoyen, par rapport à son poste de responsabilité, doit être plus responsable. Vous vous rappelez que le président devant les parlementaires avait affirmé, il a dit avec force qu'il n'a jamais empêché à un parlementaire de faire son travail, ni à un citoyen congolais de dénoncer le vol, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, la corruption. Vous vous souvenez bien de ce qu'il avait dit? Oui, je me souviens bien, mais sauf que vous oubliez un détail très important, parce que le président de la République a une prérogative de pouvoir instruire un dossier. Et donc, parlant de ça, je voulais faire le lien avec le rapport de 2018 de la commission de lutte contre la fraude, contre la corruption, qui avait pondu un rapport bien clair et qu'aujourd'hui, aucun responsable n'a eu à se saisir ou bien à s'auto-saisir en parlant des questions de notre système juridique. Le ministre des Hydrocarbures a été même indexé dans ce rapport. Bon, j'aime pas trop citer les noms, mais j'aime parler des principes. Parce que les principes, c'est ce qui nous manque. Depuis fort longtemps, nous avons commencé à parler que des noms, mais bien évidemment, on ne voit pas ce qu'on appelle le rendement, le résultat qu'attendent nos concitoyens. C'est pour ça d'ailleurs que je tenais à mettre le doigt là-dessus pour dire c'est vrai que le président avait eu à annoncer un certain nombre de choses qui nous avaient permis à nous de constater que ce n'est pas entre guillemets lui qui bloquait. Et dans ce cas de figure, c'est à la population de pouvoir sanctionner tous ceux qui le représentent aujourd'hui dans les différentes chambres. Mais la population sanctionne comment? Avec quel pouvoir, vous le savez? C'est ce que j'ai dit tantôt, que la population est le souverain primaire. Aujourd'hui, la population aura, bien évidemment, dans 6 mois, à travers les élections présidentielles, la possibilité de pouvoir soit accorder sa confiance à une nouvelle candidature, donc notamment du président de la République, soit à le sanctionner par rapport aux différents manquements qu'il a eu à opérer durant toutes ces années passées au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il faut éveiller la conscience populaire afin qu'elle puisse prendre conscience des atouts qui lui revient de droit. Est-ce que vous êtes homme politique, est-ce que l'homme politique n'est pas en partie responsable de ce que vous dénoncez, vous? Mais c'est ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. Si le pays ne marche pas, c'est parce que l'homme politique est resté dans les querelles intestines au sein de leur parti politique au lieu de pouvoir éclairer la population. C'est pour ça que nous devons changer notre classe politique, pas simplement un changement d'homme, mais aussi un véritable changement en termes de proposition et en termes de qualité dans la réflexion et des principes d'État. Coronavirus a paralysé tous les secteurs à travers le monde. Le Congo n'est pas épargné. D'ailleurs, nous sommes encore sous l'état d'urgence. Je voulais d'abord
un mot sur l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'état d'urgence avait sa raison d'être. Ouais. Parce que, sa raison d'être. Oui, avait sa raison d'être au moment où cet état d'urgence avait été annoncé. Et là, je fais allusion au fin mars 2020. Ouais. Mais aujourd'hui, cet état d'urgence n'a plus raison d'être. Parce qu'au départ, pourquoi je dis qu'elle avait raison d'être? Parce que, tout simplement, nous n'avions pas encore la maîtrise, donc les protocoles nécessaires pour pouvoir faire face à cette pandémie. Or, aujourd'hui, la plupart des pays l'ont compris et pratiquement la majorité ont levé cet état d'urgence. Mais pire encore, chez nous, nous continuons à pouvoir maintenir l'état d'urgence et encore plus à maintenir ce qu'on appelle le couvre-feu qui normalement plombe l'économie du pays. C'est ça qui est intéressant. Quel est aujourd'hui l'impact, on va dire, d'abord de l'état d'urgence sur l'économie et puis du couvre-feu? Bon, aujourd'hui, la plupart des sociétés privées ont revu leurs horaires de travail, ce qui montre déjà que le fonctionnement normal de l'État n'est plus assuré. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on puisse, premièrement, enlever cet état d'urgence et deuxièmement, pour revenir sur la question du couvre-feu, il est nécessaire de pouvoir soit l'alléger, soit la supprimer totalement. L'alléger, c'est une demi-mesure pour moi. Pourquoi? Parce que... On l'a allégé d'ailleurs, hein, c'est maintenant de 5h à 23h, de 23h à 5h, c'est ça? Oui, ça c'est la mesure qui a été normalement adoptée en Conseil des ministres, qui doit normalement être aussi entérinée par les deux chambres afin d'être promulguée par le président de la République. Mais toujours il est nécessaire de rappeler que le maintien du couvre-feu fait perdre de l'argent à l'État. Pourquoi? Parce que l'État met en mission la nuit l'armée. Donc il y a un certain nombre de primes qu'ils doivent verser aux différents personnels mis en mission. Et deuxièmement, vu que l'économie du pays ne tourne pas, donc il y a moins de recettes dans les caisses de l'État. Ce qui revient à dire... Ça paraît quand même paradoxal, non? Oui, un pays qui est en crise, mais qui dépense autant d'argent, mais c'est pour sauver la population. Bon, sauver la population, je ne sais pas, parce que moi je partage plutôt l'idée que même les gouvernants arrivent à le constater, qui dit qu'aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre avec cette pandémie. Et donc, par rapport à ça, je prône plutôt l'idée de l'immunité totale de la population, c'est-à-dire laisser la population vivre tranquillement, puisque nous avons aujourd'hui les différents protocoles pour pouvoir soigner nos malades, et donc les laisser vivre et s'accentuer sur ce qu'on appelle le dépistage en masse et le traitement des cas avérés. Alors, parlons maintenant de l'économie comme telle. Vous l'avez dit que l'économie est presque à terre. Hein. Nous sommes dans une situation très très morose. Alors, que peut-on faire? Coronavirus est toujours là présent. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il partira. Vous le dites qu'il faut s'habituer à vivre avec. Alors, comment va fonctionner l'économie congolaise dans le contexte actuel? Dans le contexte actuel, l'économie congolaise va pouvoir subir un certain nombre de coûts. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'une seule personne, un seul Congolais a ce qu'on appelle les clés pour pouvoir déverrouiller l'économie congolaise. C'est la personne du président de la République. Mais sur cette question, il ne serait pas, bien évidemment, le seul. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone économique qu'on appelle la zone CEMAC. Et dans cette zone, il y a 6. Donc les 6 chefs d'État ont aujourd'hui la décision de pouvoir impulser un certain nombre de mesures auprès de la Banque centrale afin que cette dernière puisse créer de la monnaie. Donc je parle des 6 chefs d'État des pays qui composent notre sous-région. Et ces présidents sont censés aujourd'hui motiver ou bien impulser un certain nombre de mesures auprès de la Banque centrale. Et quelles mesures par exemple? Par exemple, la création de la monnaie. Et cette création de la monnaie viendra ajouter ce qu'on appelle du flux financier dans les canaux financiers du pays. Soyez clair pour les profanes, la création de monnaie. Clairement, c'est-à-dire il faudrait qu'on mette de l'argent auprès des banques commerciales afin que ces banques commerciales puissent pouvoir prêter de l'argent, que ce soit aux sociétés comme on est commun à nous-mêmes, les citoyens lambda. Mais par rapport à ça, il faudrait aussi que ces 6 chefs d'État puissent pouvoir mettre la main sur la réduction du taux directeur qu'on appelle couramment le taux d'intérêt d'emprunt des banques commerciales auprès et ça pose problème? Oui, ça pose problème parce qu'au départ, c'est vrai qu'en ce moment, ils viennent de le baisser à 3,25, mais au départ, il y a 6 mois, nous étions encore à 5%. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos pays, même dans la sous-région, qu'on emprunte à un taux à 2 chiffres, notamment 12% jusqu'à 15%, parce que les banques commerciales sont aussi censées pouvoir faire du chiffre, leurs bénéfices auprès de leurs clients. Or, aujourd'hui, nous avons la possibilité, comme nous sommes dans une zone économique dont nous maîtrisons ce qu'on appelle l'inflation, parce que, à la différence, pour faire comprendre aux téléspectateurs, c'est qu'en RDC, par exemple, du jour au lendemain, les prix peuvent changer, alors que chez nous, nous avons une monnaie qui est à taux fixe.
Ça veut dire que notre inflation est maîtrisée autour de 3% et que le taux directeur peut être ramené à 1% pour pouvoir permettre aux banques commerciales de souscrire à des prêts auprès de la Banque centrale et qu'à nous les citoyens ou différents investisseurs et entrepreneurs de pouvoir souscrire des prêts auprès de banques commerciales à un taux à environ 5 ou 6%. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire au cas où le couvre-feu, l'état d'urgence, on sait que c'est maintenu, on y reste. Bon, on espère que dans l'avenir, le couvre-feu sera totalement levé. Mais dans le contexte actuel, s'il faut tenir, parce qu'on sait que le pays en soi est malade économiquement depuis plusieurs années, depuis 2013-2014. Alors, aujourd'hui, s'il faut garder donc, les mêmes mesures de protection sanitaire, qu'est-ce qu'il faut exactement ? Ce qu'il faut exactement, c'est que, parce qu'aujourd'hui, ces mesures viennent encore ajouter un certain nombre de charges auprès des entreprises. Et donc, par rapport à cela, l'État doit pouvoir, en voulant relancer l'économie du pays, doit pouvoir baisser ce qu'on appelle les taux de production de notre pays. Parce que nous avons des coûts de production beaucoup plus élevés. Est-ce que c'est faisable dans le contexte? Est-ce que vous êtes Congolais? Vous pensez que le gouvernement, vous décrivez déjà beaucoup de choses, vous pensez que cela peut se faire? C'est faisable lorsque le gouvernement va réduire ce qu'on appelle son train de vie. Lorsqu'on parle de la réduction du train de vie. Ça veut dire réduire les salaires des ministres? Non, pas forcément des ministres. Quand on parle des réductions des trains de vie, on ne parle pas simplement des membres du gouvernement, mais on parle dans toutes les rubriques d'État. Oui. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que nous avons des charges qu'on appelle des charges somptuaires, qui ne sont pas des charges vérifiées et des charges réelles qui peuvent impacter au fonctionnement normal de l'État. Et donc ces charges-là peuvent être revues à la baisse pour pouvoir booster ce qu'on appelle les questions de l'employabilité, pousser les entrepreneurs à pouvoir créer de la richesse, afin que nous, qui deviendrons les futurs employés demain, nous puissions payer et ce qu'on appelle nos impôts, les IRPP, pour faire plus court, et aussi contribuer à l'économie de notre pays à travers les transactions de TVA. Est-ce que la jeunesse, elle est subie dans tout cela? Est-ce que on peut dire que la jeunesse est sacrifiée? Au regard des politiques mises en place dans notre pays, force est de constater que la jeunesse est le premier à subir et le restera si jamais elle n'arrive pas à prendre conscience et à pouvoir agir. Agir dans quel sens? C'est vrai que nous sommes dans un pays où on ne peut plus prôner que l'État puisse créer ce qu'on appelle de la richesse, donc des emplois. Mais par contre, les jeunes doivent prendre conscience pour pouvoir s'engager dans différents domaines de création, mais pouvoir réclamer une grande part de marché auprès des décideurs. C'est-à-dire, donc l'État doit créer premièrement un environnement propice pour pouvoir faciliter les nouveaux entrepreneurs, et deuxièmement pour pouvoir revoir et optimiser sa politique fiscale pour aider ce qu'on appelle les PME, parce que ici chez nous nous avons un ministère dédié à cela, mais on se pose bien les questions, est-ce que ce ministère fait réellement son travail? Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit la plupart des jeunes Congolais qui créent de la richesse, donc ils créent des emplois, qui créent leurs entreprises, mais derrière on ne voit pas un accompagnement. Donc nous n'avons pas une politique bien définie capable de pouvoir encourager les jeunes à entreprendre, premièrement, et deuxièmement, à pouvoir sauvegarder des acquis que nous avons déjà. Vous parlez des jeux, moi je vais un peu ouvrir une brèche sur l'école. Le 12 octobre prochain, l'école va s'ouvrir dans un contexte Covid assez strict où il faut vraiment tenir compte des mesures barrières. Alors, quelle est aujourd'hui votre lecture de la reprise des cours? Il le faut ou pas? Je l'ai dit tantôt qu'il faudrait qu'on apprenne à vivre avec la Covid-19. Et donc, je suis fortement heureux que l'école puisse reprendre parce qu'on ne peut pas sacrifier toute une génération durant une année en attendant que les vaccins de la Covid puissent être disponibles. Donc, il faudrait que nos enfants partent à l'école. Maintenant, ceci étant dit, le gouvernement, parce que là, j'aimerais d'abord mettre l'accent sur le secteur public. Donc aujourd'hui, nous constatons que nous avons des salles pléthoriques. Et dans la volonté de pouvoir respecter les mesures barrières, il va falloir réduire le nombre d'élèves dans les salles de classe. Donc il nous faut créer d'autres salles de classe et aussi augmenter ce qu'on appelle le corps enseignant. Donc soit l'État va pouvoir embaucher ou trouver des mécanismes avec le secteur privé pour pouvoir renforcer le nombre de classes et aussi renforcer le corps enseignant afin de pouvoir satisfaire à la réussite d'une très bonne année 2020 et 2021.
Il y a aussi une approche, de nouvelles approches pédagogiques en tenant compte du contexte actuel, c'est ce qu'on appelle l'école à domicile. Les élèves vont apprendre à distance sur plusieurs canaux. Alors, vous pensez que le Congo peut vraiment réussir un tel challenge? Bon, c'est une opportunité, c'est un challenge comme vous l'avez su le présenter. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si il y aura ce qu'on appelle l'école à distance, mais il faudrait aussi que les enseignants, et là je fais allusion à ceux du secteur public et à ceux du secteur privé, puissent continuer à accompagner ces jeunes. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que dans le mécanisme de formation normale, les cours à distance se faisaient très souvent lorsqu'on arrivait à un certain niveau de l'université. Parce que là, on suppose que l'étudiant est assez grand, assez mature pour pouvoir se responsabiliser lui-même. Or, aujourd'hui, nous parlons des questions des jeunes, donc des moins jeunes. Des enfants de 7 ans, de 12 ans, de 11 ans, de 15 ans. Et par rapport à ça, il faudrait aussi attirer l'attention aux parents de telle sorte que les parents puissent faire le relais à la maison pour pouvoir s'assurer que les cours qui seront bien évidemment dispensés via peut-être le numérique, la télé et aussi la radio puissent être suivis et comprises auprès des enfants. Nous avons parlé beaucoup des jeunes, on a parlé des jeunes, de leur formation aussi. Et quel est aujourd'hui votre point de vue sur l'université Marengwabi? Elle aussi, elle reprend, elle a réouvert les portes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la formation à l'université Marengwabi? Est-ce que cela constitue des atouts pour la réussite des jeunes dans la société, ou encore, comme on entend à gauche à droite, encore un vrai souci? Il faut comprendre que la formation est le pilier de la réussite. Ouais. Mais à côté de ça, il faut aussi prôner ce qu'on appelle le savoir-faire. Mais déjà, je suis heureux que les cours puissent reprendre à l'université Marengwabi parce qu'il y a des centaines, des milliers d'étudiants qui étaient premièrement cloués, soit dans Pointe-Noire, soit dans d'autres départements, ou bien même dans Brazzaville, parce que l'école ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, avec cette reprise, je pense que ça va servir à tout le monde. Et je souhaiterais également que ce ministère puisse pouvoir emboîter le pas que fait son homologue du secteur primaire et secondaire, afin de pouvoir aussi faire la promotion des cours à distance, parce qu'à ce niveau-là, on pense qu'on ne devait pas surtout fermer l'école. Pourquoi? Parce que ce sont déjà des grandes personnes responsables qui pouvaient étudier à distance et se rendre à l'université que pour pouvoir passer leurs examens ou tests. Trésor Pabombaki, depuis quelque temps, vous êtes très actif sur les médias. Vous ne passez plus une semaine sans communiquer. Qu'est-ce qui explique, on va dire, cette campagne médiatique? Avez-vous des ambitions électoralistes pour le présidentiel? En fait, je ne suis pas quelqu'un qui peut vous dire que j'ai des ambitions à tel ou tel niveau. Non, parce que nous avons tellement vécu ce type de politicien et c'est pour ça que les choses ne marchent pas. Mais par contre, quel type de politicien vous voulez dire? Ceux qui annoncent, font des annonces en grande pompe? Non, c'est-à-dire des hommes politiques qui ont des ambitions personnelles. Par rapport à la conjoncture du pays, avoir des ambitions personnelles ne servent pas. Ça veut dire quoi avoir des ambitions personnelles? Non, je viens. Il faut plutôt prôner ce qu'on appelle l'urgence absolue du moment. Aujourd'hui, les problèmes que font face nos populations sont connus, sont réels. Et que celui qui veut être un homme politique ne doit plus prôner des ambitions personnelles, mais doit prôner ce qu'on appelle un certain nombre de valeurs pour pouvoir reprendre aux préoccupations des populations. C'est pour ça d'ailleurs que je passe de temps en temps et chaque semaine, comme vous l'avez su le dire, sur des chaînes de médias, pour pouvoir faire véhiculer un message afin que les populations puissent premièrement prendre conscience et avoir assez d'éléments au moment de la campagne pour pouvoir échanger avec ceux qui expriment bien de Vous êtes dans l'éveil de conscience en fait. L'éveil de conscience est plus que nécessaire dans notre pays afin que cette même population puisse influencer d'elle-même le débat politique. Vous pensez que votre message arrive aux oreilles des concernés, à la cible, dans un pays où vous savez l'adage qui dit le ventre affamé n'a point d'oreille? Est-ce que vous pensez que le Congolais vous tend son oreille, les Congolais vous tendent leur oreille? Je crois à votre métier, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je viens... En fait, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la préoccupation actuelle des Congolais, l'éveil de conscience? Est-ce que vous pensez que c'est la préoccupation où le Congolais pense actuellement à un miracle où tout doit changer à l'instant? Il faut savoir que je ne sais passer en un clin d'œil.
Aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui s'élèvent à gauche et à droite que le problème c'est X ou Y. Mais même si X ou Y venait de disparaître, nous verrons toujours les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut prôner ce qu'on appelle le développement durable. Et ce développement durable ne peut venir qu'avec la prise de conscience. Il faudrait que les hommes politiques qui vont pouvoir se démarquer à travers leurs ambitions personnelles puissent pouvoir être à mesure d'expliquer leurs projets. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'un projet n'est pas bien expliqué, on ne saura jamais l'exécuter. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je voudrais juste savoir quelle est votre lecture de la jeunesse congolaise actuelle. On a parlé de la jeunesse, vous avez parlé de leurs droits en réalité. Ils doivent donc avoir de l'emploi. Mais quelle est la part de responsabilité de cette jeunesse dans ce qu'elle vit? La jeunesse est le premier responsable de ce qui lui arrive. Parce que nous devons apprendre à dire les choses très clairement. Parce que nous nous inscrivons dans les signes de la mendicité. Et ça aussi, il faut pouvoir le décrier. Mais par contre, d'un autre œil, on voit ce qu'on appelle les jeunes qui se débrouillent, qui se battent jour et nuit pour pouvoir soutenir leur famille et pour pouvoir se positionner pour demain. Et ce genre de jeunes, nous les encourageons et nous sommes avec eux. Et pour ceux qui sont encore placés du mauvais côté de la barre, on leur demande un éveil de conscience premièrement pour qu'ils comprennent que la force de notre pays se trouve entre leurs mains et que c'est à elle, cette jeunesse, de pouvoir l'exercer. Voilà. Je voudrais en fait vous laisser conclure sur ce que vous avez évoqué au début de l'émission, le modèle économique qu'il faut pour le Congo. Le modèle économique qu'il faut pour le Congo, c'est que nous devrions calquer notre modèle économique. Aujourd'hui, nous faisons face à des grandes menaces dans la sous-région. Je parlerai là de la RDC qui est un grand marché. Je parlerai là du Cameroun qui est un grand marché. Je parlerai là de l'Angola qui est un grand marché. Et aujourd'hui au Congo, nous n'avançons pas parce que notre modèle économique n'est pas connu. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez même du mal, lorsque je discute avec un certain nombre de gens, à définir très clairement quel est le patron de notre patronat. Parce qu'il y en a tellement trop. Ouais. Et donc nous n'avons pas un bon modèle économique. Il faudrait que les dirigeants puissent revoir le système économique que nous avons et pouvoir y greffer le système social. Donc, par rapport à ça, nous serons bien évidemment capables de pouvoir mettre en place des projets qu'on peut financer à travers notre modèle économique. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple. Nous avons 40 heures de travail comme au Cameroun, alors que nous sommes un petit marché, parce que les Camerounais sont 5 fois plus nombreux que nous. Ils sont un marché plus nombreux que nous. Et donc, par rapport à ça, nous devons voir, est-ce que la question d'aujourd'hui, c'est de pouvoir revoir les horaires de travail? Il faut augmenter ou bien réduire. Ou bien de pouvoir, ou bien de pouvoir revoir notre politique fiscale en termes d'allègement pour faciliter ce qu'on appelle l'attrayance du pays vis-à-vis des investisseurs directs étrangers. Donc ça, c'est un point important que les dirigeants doivent pouvoir mettre l'accent là-dessus afin de nous permettre à nous de pouvoir trouver premièrement de l'emploi à tout le monde. Je ne parle pas simplement des jeunes, mais je parle aussi des femmes, je parle aussi des vieux, parce que nous avons des gens de 45 ans qui aujourd'hui sont, qui sont au chômage. Et donc il va falloir trouver des solutions à leurs problèmes. Et ces solutions ne peuvent venir qu'en revoyant de fond en comble notre système économique. Voilà. Vous avez un mot à ajouter? Je pense que cela a suffi, mais une toute dernière phrase, c'est que les populations doivent être eux-mêmes les acteurs du changement. Merci Trésor Pabombaki. Nous étions avec lui sur ce plateau. Nous avons abordé pêle-mêle dans un véritable coq à l'âne, des questions qui touchent la société, des questions qui touchent la jeunesse. Nous vous disons merci. Vous qui êtes sur Tchelika, n'hésitez pas d'abonner sur chaque vidéo que vous suivez de Tchelika. Nous vous disons merci. Merci à vous Trésor. Merci.